15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici le sommaire. Déclaration du ministre de l'Environnement sur la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Et en nouvelle internationale notamment concernant l'attentat du métro de Londres, alerte maximale donc après l'attentat. C'était le sommaire, bienvenue à vous dans cette édition. En cette journée commémorative de la journée internationale de la protection de la couche d'ozone, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a indiqué donc dans une déclaration faite à cette occasion que cette journée constitue un événement majeur dont l'objectif est de susciter une plus grande prise de conscience en vue de promouvoir des actions militant en faveur de la protection et de la préservation de la couche d'ozone qui constitue un bouclier céleste contre le rayonnement ultraviolet. Je vous propose de l'écouter. Notre pays célèbre en ce 16 septembre 2017 la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. La commémoration de cette journée fait référence à la date d'adoption du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Cette journée constitue pour nous tous un événement majeur dont l'objectif est de susciter une plus grande prise de conscience en vue de promouvoir des actions militantes en faveur de la protection et de préservation de la couche d'ozone qui constitue un bouclier céleste contre le rayonnement ultraviolet. La journée internationale de la protection de la couche d'ozone a pour thème prendre soin de toute forme de vie sous le soleil. Grâce à l'engagement de tous les pays du monde, au cours des 3 dernières décennies, la couche d'ozone est sur la bonne voie pour sa reconstitution prévue d'ici le milieu du siècle. Jusqu'à 20 millions de cas de cancer de la peau peuvent être empêchés chaque année d'ici 2030. Mesdames et messieurs, pour prendre part à l'élan mondial, un certain nombre d'activités ont été réalisées, ont abouti à une diminution significative des substances appauvrissant la couche d'ozone. Cet objectif a été atteint grâce à la mise en œuvre de projets d'investissement et de formation à l'endroit des acteurs concernés par la question de la protection de la couche d'ozone, à savoir les importateurs, les douaniers, les techniciens. Je profite de la célébration de cette journée pour exhorter tous les acteurs impliqués dans les activités froides à travailler ensemble en vue d'atteindre les objectifs du protocole de Montréal. En conclusion, j'invite tous les Djiboutiens à agir pour la protection de la couche d'ozone qui nous protège contre le rayonnement ultraviolet du soleil. Et vous l'aurez compris, donc, à l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré donc aujourd'hui la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Pour nous en dire plus, sur ce plateau avec nous, Asma Oubaker. Bonjour Asma. Bonjour Ahmed. Donc nous allons revenir avec vous sur cette journée qui a été célébrée dans le monde entier, comme ici à Djibouti. Oui, alors pour bien comprendre le thème, il suffit de revenir sur le thème retenu cette année qui est de prendre soin de toute forme de vie sous le soleil et qui nous rappelle, Ahmed, le rôle primordial de la couche d'ozone comme filtre du rayonnement ultraviolet nocif du soleil et comme bouclier céleste protecteur de toute vie sur Terre. Depuis son adoption, le protocole de Montréal a permis de réduire de façon substantielle des substances appauvrissant la couche d'ozone. Le protocole de Montréal est également donc l'un des principaux contributeurs à la lutte contre le changement climatique car il a évité plus de 135 milliards de tonnes d'émissions équivalentes de dioxyde de carbone de 1990 à 2010. Grâce à l'engagement donc de tous les pays du monde au cours des 3 dernières décennies, la couche d'ozone est sur la bonne voie pour sa reconstitution prévue d'ici le milieu du siècle. De plus, jusqu'à 20 millions de cas de cancer de la peau peuvent être empêchés chaque année d'ici 2030. Et Asma, quelles sont les différentes stratégies qui ont été mises en place par la République de Djibouti? Eh bien, depuis 2013, notre pays est en train de mettre en œuvre
le plan de gestion pour l'élimination finale qui contribuera bien sûr pleinement à l'assainissement de notre atmosphère de tout facteur d'altération. Et bien dans le cadre de ce projet, 118 techniciens du froid, 97 douaniers, 10 enseignants du secteur froid du ministère de l'Éducation nationale et 29 jeunes déscolarisés du programme de formation du MENFOB toujours ont été sensibilisés et formés sur les bonnes pratiques environnementales en matière de protection de la couche d'ozone. Et pour conclure, Ahmed, comme on l'a entendu tout à l'heure le ministre de l'Environnement, pour marquer cette journée, le ministère de l'Environnement a programmé une série d'activités telles que la tenue d'un atelier d'information et de sensibilisation sur le programme d'ozone, la diffusion du message du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de cette journée et une rencontre avec des élèves du collège en vue de les sensibiliser sur l'importance de la couche d'ozone et la production du support de communication et entrée à la protection de la couche d'ozone. Voilà donc Ahmed, tout ce que l'on pouvait dire sur cette journée internationale de la protection de la couche d'ozone qui est célébrée également ici à Djibouti. Merci Asma. On reste dans l'actualité en marge de sa visite de travail au Royaume du Maroc. Le ministre de la Santé, Dr Djamel Merouki, est allé donc à la rencontre des étudiants djiboutiens mais également des représentants de la diaspora établis dans le Royaume chérifien. Au cours de cette rencontre, le ministre a tout d'abord remercié ses interlocuteurs pour être venus aussi nombreux à cette rencontre. Il s'est dit réjoui de pouvoir discuter avec eux pour s'enquérir notamment de la situation des uns et des autres. Le ministre a d'emblée transmis à l'assistance les chaleureuses salutations du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui, a-t-il rappelé, exhorte constamment les ministres à rencontrer et discuter avec la diaspora djiboutienne en marge de leur mission à l'étranger. Puis le ministre a écouté attentivement chacun des délégués qui se sont relayés au micro pour exposer donc les difficultés communément rencontrées durant leur séjour. Ayant pris bonne note des doléances exprimées, le ministre de la Santé s'est engagé donc à résoudre dans l'immédiat la plupart des problèmes soulevés par l'auditoire et ce grâce à l'implication des autorités marocaines qu'il remercie d'avance. Et en ce qui concerne les doléances exprimées dont la résolution dépend entièrement des instances djiboutiennes, le ministre de la Santé a promis donc de faire la transmission à qui de droit et qu'il suivrait personnellement de près chacune de ces doléances. Et enfin, s'adressant particulièrement aux étudiants présents en grand nombre dans la salle, le ministre n'a pas manqué de rappeler qu'il incarne l'espoir pour le développement et le progrès de notre nation. Vous êtes l'avenir même de la nation car vous constituez la future force vive de la nation, a-t-il lancé. Le ministre de la Santé a également demandé aux étudiants de faire preuve de persévérance et d'assiduité dans leurs études afin d'acquérir les compétences indispensables pour prendre part activement aux efforts de développement du pays initiés par le président de la République, une rencontre qui s'est soldée donc par un franc succès total, tant dans le dialogue était riche et le débat enrichissant. Autre nouvelle, une star internationale est arrivée donc ce matin sur notre territoire et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Marcel Desailly, champion du monde de football avec les Bleus, chroniqueur sportif également, en bref, une personnalité du monde footballistique. Il a été donc accueilli au Djibouti Palace Kempinski par le secrétaire général Mohamed Ahmed Farah du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et l'inspecteur général Moussa Ali du secrétariat d'État, du directeur du Djibouti Palace Kempinski Philippe Charodo, ainsi que du président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Waberi. Le secrétaire général lui a souhaité donc en son nom et au nom de son personnel et celui du secrétariat d'État une bonne arrivée ainsi qu'un très bon séjour sur la terre d'accueil de rencontre. Quant au joueur Marcel Desailly, il a d'abord exprimé sa joie de se retrouver à Djibouti. Nous l'écoutons. De ma présence parce que ça donne une énergie, on vient de loin pour justement... Il y a du sport, il y a du foot dans l'après-midi, donc c'est un plaisir la finale, c'est un plaisir de pouvoir échanger. Il y a plein de choses qui vont se discuter durant cette période-là, donc le plaisir est pour moi. Puis on va remercier vraiment tous les Djiboutiens de l'accueil qu'ils ont donné, chaleureux et dynamique. Mais on va prendre du temps pour voir un petit peu les infrastructures et la ville, ça sera avec un grand plaisir.
Et dans le cadre du projet intégré d'amélioration de l'accès à l'eau potable financé par l'Union européenne, l'ONG PLA, en partenariat avec l'association Action Plus de Boc, a organisé donc ce week-end au profit de 50 ménages vulnérables de la localité de Fuliris, dans la région de Boc, une journée de distribution des kits de stockage d'eau composés notamment de 50 fûts de 200 litres chacun, 50 brouettes, 200 jerrycans de 20 litres chacun, mais également une session de sensibilisation sur la bonne pratique d'hygiène et la gestion de l'eau. Ont été présents à cette occasion des représentants des autorités régionales, en particulier le vice-président du conseil régional Ahmed Ali Cheikh, ainsi que de nombreux représentants des autorités coutumières de la région de Boc. Et toujours dans le cadre de ce projet sont également prévus des travaux d'installation d'un système solaire au niveau du forage dans cette localité. Trouvons dans une localité qui s'appelle Fuliris. La journée consiste à ce que la distribution de kits de conservation et la formation pour les jeunes qui s'est déroulée à Fuliris. Ce projet est une coordination de PLA et de l'Action Plus au Boc, qui consiste la distribution de kits de stockage de l'eau, la formation des jeunes. Je vous en remercie. Dans son intervention, donc, le vice-président du conseil régional de Boc, Ahmed Ali Cheikh, a remercié donc l'ONG PLA pour son soutien. Nous l'écoutons. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Et au Royaume-Uni, donc, l'attentat qui s'est perpétré hier dans le métro londonien qui a fait 22 blessés. Le Royaume-Uni, donc, qui est en alerte maximale après l'attentat. Effectivement, donc, Ahmed, la police londonienne et britannique poursuit sa recherche de suspects aujourd'hui, au lendemain donc de l'attaque terroriste survenue dans le métro. L'explosion a eu lieu à la station Parsons Green, au sud-ouest de la capitale britannique, en pleine heure de pointe. 29 personnes ont été blessées sans gravité. Cependant, la plupart souffrent de brûlures causées par l'engin artisanal qui n'a partiellement donc explosé. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. En tout, 1000 policiers seront déployés à travers le pays. Rappelons que le Royaume-Uni a été frappé ces derniers mois par une vague d'attaques dans un contexte de multiplication des attentats djihadistes en Europe. En mai, à la sortie donc d'un concert d'Ariana Grande à Manchester, bilan 22 morts. Le mois suivant, des assaillants à bord d'une camionnette avaient foncé sur des passants sur le London Bridge avant de poignarder plusieurs personnes, donc faisant 8 morts. Et nous allons revenir donc sur le continent noir, notamment en Centrafrique. Le plus haut niveau de déplacés et réfugiés jamais observé a été enregistré. Effectivement, donc, selon les Nations Unies, le nombre de réfugiés et de déplacés ayant fui les violences en Centrafrique ont atteint leur plus haut niveau, 1,1 million de personnes sur les 4,5 millions d'habitants, a indiqué donc l'Agence des Nations Unies. La Centrafrique compte désormais 513 donc réfugiés dans le pays voisin, dans un afflux donc récent en République démocratique du Congo. Entre janvier et septembre, 200 000 personnes ont été forcées de fuir leur domicile en raison d'un regain de violence depuis plusieurs mois dans l'est et le centre du pays notamment, et ce donc d'après le HCR. Le nombre de réfugiés en Centrafrique est isolé dans la République donc démocratique du Congo ne cesse d'augmenter et s'élève à 167 000 personnes. En outre, la RDC, le Cameroun accueille plus de 273 personnes, donc 1000 réfugiés centrafricains, notamment le Tchad et le Congo.
Et enfin, donc, une actualité qui fait la une de nos éditions également depuis hier et qui a secoué donc le monde, c'est en Corée du Nord. Kim Jong-un, le leader donc nord-coréen, affirme être proche de détenir donc l'arme nucléaire. Oui, depuis donc le tir de missiles balistiques en début septembre, la Corée du Nord, et ce qu'affirme donc Kim Jong-un affirme être donc proche de détenir l'arme nucléaire. La Corée du Nord est sur le point d'achever la mise en place de ses forces nucléaires, a déclaré ce matin le dirigeant nord-coréen. Selon le numéro 1 nord-coréen, Pyongyang poursuivra son programme nucléaire en vue d'assurer un équilibre de force avec les États-Unis. Kim Jong-un a appelé les ingénieurs et les scientifiques du pays à poursuivre la modernisation des missiles nationaux. La Corée du Nord a confirmé avoir effectué hier vendredi un tir d'essai de missiles balistiques, l'engin qui a survolé le Japon. Le Conseil des Nations Unies a condamné fermement le dernier tir de missiles nord-coréen au-dessus du Japon, jugé hautement provocateur. La Russie, la France appelant à des négociations directes avec Pyongyang pour faire baisser les tensions. Merci Fardous pour toutes ces explications. Merci à vous donc de nous rester fidèles. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.